Écoute, c'est à toi, Stéphane. Mais déjà, bonsoir, merci pour l'invitation. Effectivement, on est dans un moment inédit, toujours, hein, puisque extrêmement euh, pris par le contexte sanitaire. Et c'est bien tout l'enjeu que nous, on voit à la CGT dans la période, quand on rencontre les travailleurs, les salariés. On voit bien que c'est bien d'autres sujets qu'ils ont en tête, notamment la question des salaires, la question de leur emploi, la question des conditions de travail. Et c'est bien là qu'est l'enjeu du moment, notamment dans une pré-campagne présidentielle. C'est comment on peut arriver à faire que les questions sociales, questions économiques, environnementales, qui sont les enjeux déterminants et extrêmement structurants de nos sociétés, puissent revenir au devant de la scène et pas être chassé par toute la question sociétale qui est interrogée par la question sanitaire, avec tout le contexte du début de l'été, suite à l'allocution d'Emmanuel Macron du 12 juillet, qui s'en est suivi de débats parlementaires, de positions du Conseil constitutionnel, etc., qui a mis en avant, qui a crispé une tension sociale qui a même divisé un bon nombre d'acteurs, notamment les salariés, qui sont divisés dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, ça a été fait pour ça, en tout cas, c'est une de nos analyses. Si ça a été fait à ce moment-là et dans cette façon de faire, avec ces propositions extrêmement clivantes, c'était surtout pour qu'un sujet évidemment extrêmement important, la question sanitaire et des politiques de santé publique, viennent au devant de la scène pour que la question sociale, environnementale, économique soit mieux en second plan. Et c'est, je pense, l'enjeu qu'on a dans cette rentrée sociale, notamment avec l'action qui se prépare dès le 1er octobre au niveau des retraités, et l'action du 5 octobre, une action, un moment interprofessionnel et intersyndicale, pour que ces questions redeviennent, en tout cas ces questions redeviennent essentielles. Et au-delà des questions, c'est que ce soit des propositions et des solutions qui soient proposées. Ça ne va pas, voilà, ça a quand même des choses qui nous ont marqué, je pense, à plus d'un titre. Il y a notamment la question environnementale qui est prégnante. On a eu une alerte du GIEC durant l'été, concomitante à des inondations de grande ampleur, des incendies, là aussi de grande ampleur, des montées de température extrêmes avec des 50 degrés au Canada, sur toute la périphérie de la Méditerranée aussi. On n'a jamais vu ça, quoi. Et donc, nous, ce qu'on essaie de travailler syndicalement, c'est comment tous ces sujets-là, qui sont l'urgence du moment, soient pris en compte et surtout reçoivent des solutions par les dirigeants à la fois économiques et politiques qui ont les manettes dans les mains. Nous, sur la question sociale, la question économique, également, on a des propositions fortes qu'on essaye de faire prendre en compte pour les travailleurs, en tout cas qui permettrait peut-être qu'il y ait des débats, notamment sur la question de l'augmentation des salaires. On pense que c'est pas possible de voir autant de travailleurs pauvres, de voir autant de pauvreté s'installer dans ceux qui ont un travail, de voir ceux qui en sont exclus, les privés d'emploi, de nouveau attaqués avec la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage qui est prévue le 1er octobre, une réforme des retraites qu'on essaye d'expliquer comme étant inéluctable, même si on la repousse a priori pour un mandat présidentiel futur. Donc là, on voit bien que
on est dans une espèce de yo-yo, de marée montante et descendante politique qui voudrait, qui à chaque fois, quand le contexte sanitaire le permettrait, on attaque de plein fouet la sécurité sociale dans son ensemble, que ce soit la sécurité sociale à travers l'assurance chômage, à travers l'assurance maladie, à travers également l'assurance vieillesse qu'on appelle retraite. Et quand les choses se dégradent, que le contexte ne permettrait pas d'avancer sur de tels sujets, eh bien, c'est la question des salaires qui est attaquée, la question des conditions de travail dans les entreprises, avec des utilisations du télétravail, avec des utilisations de remise en cause d'accords d'entreprise ou de branche ou de tout ordre, quel que soit le périmètre. On voit bien qu'il y a quel que soit le contexte, il n'y a aucun répit qui est donné aux travailleurs. Et surtout, à travers ces attaques-là, c'est tout un modèle social qui est remis en cause. Et c'est bien ça qui, aujourd'hui, me paraît essentiel. Hein, c'est comment on peut remettre en avant le besoin de créer cette articulation. C'est qu'on a besoin d'avoir des réponses à l'urgence sociale, mais également à l'urgence environnementale. Et ça, c'est un véritable défi. Parce qu'on a bien compris que la stratégie du pouvoir en place, notamment celui qui a les manettes et qui, a priori, déciderait de tout dans ce pays, un seul homme, Emmanuel Macron, qui veut absolument faire que ces questions-là soient complètement évacuées pour recentrer un débat, crisper un débat, mettre en place des clivages pour que ce soit plutôt la question sociétale, la question sécuritaire qui alimente les débats, notamment les débats des travailleurs. Et nous, à la CGT, on n'est pas dupes. Maintenant, c'est comment on arrive dans ce contexte qui rend compliqué les rencontres, les débats, parce qu'on a suivi tout un tas de confinements, de déconfinements, de télétravail. Il y a tout un tas de biais qui sont utilisés notamment par le patronat pour éloigner les travailleurs du syndicalisme. Alors, c'est déjà vrai en temps normal, mais c'est encore plus prégnant dans la situation qu'on vit, c'est qu'il devient de plus en plus compliqué et on ne nous facilite pas la tâche pour arriver à créer des moments de débat et de rencontre avec les salariés, les travailleurs. Et nous, c'est notre ADN, hein, c'est notre quotidien, c'est être au quotidien en proximité avec les travailleurs pour justement faire que cette question sociale, économique, environnementale se traduise très concrètement dans la réalité quotidienne des travailleurs. C'est pour ça qu'on revendique on essaye de pousser notre revendication sur les 32 heures en mettant une réponse aux enjeux à la fois de répartition des richesses, mais également aux enjeux environnementaux. La question des 32 heures hebdomadaires peut répondre et répond à la question environnementale. On pourra en parler. Également, sur la question des salaires, on porte une revendication forte et claire, celle des 2 000 € bruts pour un SMIC, qui doit entraîner une hausse de toutes les autres grilles salariales qui est également, dans ce contexte, attaquée par le patronat. Il y a des velléités côté UMM dans la branche métallurgie où on veut essayer de ne plus reconnaître l'expérience et les diplômes. Donc on voit bien qu'il y a tout un tas de situations et quel que soit le contexte, quel que soit le niveau, en tout cas à tous les niveaux où il y a du pouvoir à la fois politique et patronal, ce sont les travailleurs, ceux qui créent les richesses, qui sont attaqués avec toutes les conséquences que l'on connaît, qui vont se traduire par de la misère, du mal-être, du malheur humain, quoi. Et donc c'est bien ça qu'il faut qu'on essaye de travailler, parce que nous, on a une ambition, hein, c'est changer la société, mais vers le mieux, quoi. Et pour nous, le mieux, c'est que ce soit les humains qui vivent
mieux demain qu'ils le vivent aujourd'hui, et à la fois par une répartition des richesses. Nous, c'est notre vision de la justice sociale. Elle passe par une répartition des richesses. D'autres peuvent parler de justice sociale, mais ils n'ont pas en parlant d'autre chose. C'est notre fondement de justice sociale, cette répartition des richesses créée par les travailleurs, qui doit se retraduire dans les salaires et dans la réduction du temps de travail à toute l'échelle de la vie d'un travailleur, hein, que ce soit quotidiennement, que ce soit dans la semaine ou même pour partir à la retraite. Donc la réduction du temps de travail pour nous c'est essentiel, et également l'augmentation des salaires est également un enjeu primordial. Et tout ça ne pourra se faire dans du mieux-être que si, évidemment, on est dans une situation environnementale qui permettra de pouvoir vivre correctement et pas se retrouver avec des situations de température invivables qui, pour nous, en plus, et tout ça cumulé sont des ingrédients à ce que demain, il y ait peut-être des conflits dans lesquels la France pourrait être engagée, plus engagée qu'elle ne l'est déjà aujourd'hui. Et évidemment, il ne peut pas y avoir de bonheur, de mieux-être en guerre. Donc voilà, nous, c'est un peu tout ça qu'on essaie de construire, de façon, en essayant de prendre un peu de hauteur sur tous ces sujets-là, mais en parlant très concrètement sur des situations très concrètes et de proximité vécues par les travailleurs. Voilà un peu les grands enjeux du moment qui sont pas minces. Et après, c'est voir comment on peut arriver à articuler tout ça avec la situation qui est diverse et variée en fonction du secteur d'activité dans lequel on travaille, en fonction en fonction si on est jeune, moins jeune, travailleur actif, retraité, privé d'emploi ou pas. Et ça aussi, ce n'est pas une mince affaire, mais le défi, on veut le relever, on va le relever. Tu as évoqué là tout à l'heure un petit peu les objectifs qu'avait le gouvernement par rapport à la manière dont il s'est positionné, notamment avec le pass sanitaire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'état d'esprit des militants et des salariés par rapport à tous ces enjeux, hein? Je parle de ceux que tu viens d'évoquer, hein, les enjeux sociaux, économiques que nous vivons là en ce moment. Comment ils vivent et comment ils sont dans cette rentrée? Et nous, dès les premières annonces du 12 juillet et après dans les déclinaisons en termes de loi et l'impact que ça pouvait avoir dans le travail, hein, puisqu'à un moment donné, ce qui était la menace qui était très concrète et vécue par une certaine partie des travailleurs, c'est que s'il n'y avait pas de pass sanitaire, alors que cela était obligatoire dans l'entreprise, et notamment que ce soit des commerces de grande taille ou d'autres secteurs, mais ils pouvaient se retrouver suspendus, quoi. Le contrat de travail suspendu, donc avec un salaire suspendu. Et après, il y avait aussi la situation aussi très spécifique de tout le secteur le secteur médical, mais d'autres qui étaient touchés par l'obligation vaccinale. Et là aussi, avec des conséquences assez lourdes pour ceux qui s'y pliaient pas, quoi. Donc, on a rapidement pris des contacts et puis les syndicats concernés ont également essayé d'organiser, de réunir, de débattre avec les salariés concernés, dans une situation très compliquée, parce qu'en plein congé, on comprend que c'est compliqué d'arriver à créer les moments de débat collectif permettant de regarder comment on pouvait réagir à ce type de situation. Bon, l'état d'esprit global qui pouvait ressortir, c'est que, en tout cas, les salariés n'étaient pas dupes de la volonté de les diviser entre les pros
vaccins, les anti-vaccins, ceux qui auraient un pass sanitaire et ceux qui ne l'auraient pas. Et ça, il y avait vraiment une volonté à ne pas tomber dans le piège de la division entre travailleurs. Ce qui revenait aussi, c'est que, notamment dans le milieu hospitalier, ce n'était pas vraiment la question de l'obligation vaccinale qui pose un problème. C'est que si une petite minorité qui n'était pas vaccinée se retrouvait suspendue, au final, compte tenu de la tension dans les métiers, dans les services, pour une ou deux personnes qui ne seraient pas vaccinées dans des services de 10, 20, 30, 50, compte tenu de la difficulté de répondre en termes d'effectifs aux besoins et à l'activité, ça mettait surtout en relief le manque criant de moyens, notamment dans l'hôpital. Et ça mettait en exergue toutes les alertes qui avaient pu être menées et faites par notamment la CGT, que le Ségur de la santé n'avait absolument pas réglé en termes de besoins et de moyens. Et malgré un an et demi de crise sanitaire, la question des moyens pour pouvoir faire qu'il y ait des lits et aussi le personnel qui permet que les patients soient soignés correctement, tout ça n'avait pas été pris en compte et réglé par une véritable politique de santé publique avec les moyens afférents. Il y a eu l'exemple des territoires outre-mer où on a un hôpital complètement exsangue. C'est quand même pas nouveau. C'est pas faute d'avoir alerté depuis des années, et au-delà d'alerter, agi pour qu'il y ait des moyens qui soient donnés à l'hôpital sur ces territoires. Et on voit bien que aujourd'hui, c'est la question des moyens, la question de la reconnaissance des personnels de la santé qui fait défaut, plus que la question il faut être vacciné, pas vacciné, quoi. Dans la très, très, très grande majorité des cas, les personnels de santé acceptent le fait d'être vaccinés. Donc, c'est les débats qu'il y a pu avoir sur cette situation, c'est au final ça qui est revenu. Hein. C'est cette question principale, première, et ça vient des salariés eux-mêmes. La question des conditions de travail, la question des emplois, la question des salaires, à chaque fois reviennent dès qu'il y a un moment de débat collectif entre travailleurs, avec cette volonté de ne pas opposer vaccinés, non vaccinés, et à faire que tous étaient dans le même bateau, et que le bateau, il fallait le conduire en répondant réellement aux vrais besoins. Oui, depuis la rentrée, là, on a eu quelques réunions de secteur sur l'université. Et ce qui remonte avec beaucoup de violence, c'est la souffrance. La souffrance au travail et, comme tu le disais tout à l'heure, la dégradation des conditions de travail avec le non-remplacement des personnes qui sont en arrêt maladie et puis de nombreuses suppressions d'emplois qui ont eu lieu et qui ne sont même pas forcément remplacés par des emplois plus précaires. Donc, et en même temps, alors il y a un malaise profond et difficulté, je dirais, à se mobiliser, ou en tout cas à rentrer dans une action pour desserrer les taux, dans la mesure où déjà on est étouffé par le travail et par les missions de service public. Comment ça remonte aussi de ce point de vue-là dans les secteurs sur lesquels la CGT, évidemment, a travaillé depuis la rentrée? Oui, il y a cette question, la question des conditions de travail monte très fort dès qu'il y a, en tout cas, les situations de travail sont interrogées, ça revient beaucoup, avec la question aussi du sens du travail, où beaucoup de travailleurs perdent le sens même pour lequel ils veulent s'engager au quotidien, quoi. La question des soignants, on le sait, c'est vécu à des degrés et des niveaux différents. Aujourd'hui, l'hôpital public tient surtout par l'engagement
des travailleurs, du personnel, comme beaucoup dans les services publics. Si ça tient, c'est parce qu'il y a un engagement, une volonté de faire vivre ces services publics essentiels à la population. Et à un moment donné, on peut le comprendre, il peut y avoir une usure à vouloir se battre contre des moulins à vent, en tout cas ce qu'on certains peuvent identifier comme des moulins à vent, comme quelque chose qui est inéluctable, trop complexe à combattre, les politiques d'austérité, les politiques qui veulent libéraliser, déréguler, notamment des services publics et des fonctions publiques. Et donc, voilà, ça peut avoir une traduction comme le renoncement, comme pas la fuite, mais quelque part le ras-le-bol qui fait que on jette l'éponge et puis on veut changer de métier, quoi, plutôt que d'essayer de le transformer et de s'attaquer à la cause profonde des choses pour faire que ce qui a été mis en avant dans cette crise-là, c'est qu'il y avait quand même un besoin essentiel de services publics. La sécurité sociale et les fondements de notre sécurité sociale, c'est ça qui avait permis d'absorber le choc économique issu de la crise sanitaire. Et c'est ce même système de sécurité sociale qui est constamment attaqué et qu'on veut continuer à attaquer. Donc c'est quand même le paradoxe de la situation, c'est que les mêmes qui mettent en avant dans leurs paroles et leurs discours le bien fondé de notre système modèle social français sont les mêmes qui l'attaquent au quotidien et avec ils attaquent fortement, quoi. L'assurance chômage, les retraites, la réduction des moyens pour les services publics. On voit bien que toutes les politiques mises en œuvre sont là pour pouvoir casser ce modèle, en réalité, quoi. Pour pouvoir mieux le libéraliser, que ce soit dans l'énergie, dans la santé, dans l'éducation, tout un tas de secteurs qui pour nous sont essentiels et primordiaux. Mais voilà, on voit que quand il y a des forces et des capacités collectives à pouvoir s'attaquer à ces attaques-là, on a quand même des victoires. Et notamment, on en a eu une durant l'été qui est passée un peu en sourdine. C'est quand même le Premier ministre qui a annoncé qu'au final, le gouvernement renonçait à son projet Hercule, qui était un projet de scission de l'entreprise EDF, qui aurait été un désastre pour les usagers et pour l'entreprise en termes de réponse aux besoins des usagers de l'électricité et de l'énergie. Donc, il y a eu ce renoncement. On n'est pas dupe, on sait qu'ils vont revenir à la charge, on ne sait pas quand, mais ils vont revenir, parce qu'il y a une volonté de dérégulariser, déréglementer tout ce qui aujourd'hui est issu du Conseil national de la résistance et qui fait qu'on a aussi encore un modèle social, un modèle de répartition des richesses, notamment à travers les services publics et la fonction publique. Mais oui, c'est vrai qu'on vit une situation assez paradoxale et qui est de grande confusion, puisque les mêmes qui ont des discours, comme je le disais, hein, de mise en avant et de quelque part qui disent défendre notre modèle social sont les mêmes qui l'attaquent. Et on peut comprendre que ça crée la confusion dans beaucoup d'esprits. Donc, il y a une duplicité du discours qui est, quand on voit les choses au quotidien, qui est insupportable. Mais pourtant, il faut arriver à garder la tête froide et son sang-froid, et bien s'attaquer aux véritables causes. Ce sont bien les politiques menées hein, qui veulent attaquer tout ça qu'il faut arriver à déconstruire, à expliquer pour mieux proposer des choses en mesure de faire que ce modèle-là soit amélioré plutôt que de remplacé par autre chose. Est-ce que tu peux nous faire partager d'autres exemples concrets, je dirais, de luttes qui sont menées dans les entreprises girondines ou dans les services publics, qui ont débouché justement sur des victoires qui peuvent apparaître limitées, qui bien entendu ne changent pas forcément
ni la situation politique immédiatement ou la situation économique et sociale, mais qui montrent que les salariés, par leur action, peuvent faire bouger les choses. Ah oui, complètement, parce qu'il y a eu tout un tas si on regarde juste ce qui s'est passé durant cet été, alors évidemment, ce n'était pas au devant de la scène médiatique, mais à Bordeaux-Gare, les cheminots, ils ont gagné des emplois. Suite à des actions collectives, de grève, ils ont gagné des emplois supplémentaires, ce qui n'était pas arrivé depuis bien, bien, bien longtemps. Également, à l'énergie, sur le Blayais, suite à des mobilisations et de grèves, il y a des services qui ont gagné des emplois également pour améliorer leurs conditions de travail, parce qu'ils étaient sur des situations à devoir travailler 48 heures par semaine, dans des conditions extrêmement compliquées. Et c'est l'action collective, la grève notamment, encadrée par la CGT, qui a permis de faire qu'il y ait des évolutions concernant ces collectifs-là, des évolutions qui n'étaient pas… ça faisait des années et des années qu'on n'arrivait pas à avancer sur ces sujets-là. On a également d'autres situations qui sont… qui montrent que quand les salariés décident de reprendre en main leur avenir, ils sont en mesure de faire bouger des lignes. J'ai en tête la question notamment de la situation de la papeterie de Bègle. On voit bien que Etex, qui est toujours propriétaire, qui a voulu fermer l'usine, enclencher un PSE. À partir du moment où collectivement les salariés ont dit non, nous on ne va pas subir cette politique-là et on veut un autre avenir, et notamment on veut garder une industrie en capacité de répondre aux besoins, notamment celui du recyclage sur un circuit court, les compétences, les envies de faire qu'une seule décision libérale, purement financière de fermeture d'une usine ne soit pas quelque chose d'irrémédiable. Et ils ont réussi par leur action, diverses et variées, mais une action collective, en alliant les intelligences et les compétences, à faire qu'il y ait des perspectives qui s'ouvrent, ce qui n'était pas du tout la situation quand Etex a annoncé la fermeture de l'usine. Voilà, il y a des choses qui évoluent, il y a encore des inquiétudes sur une autre situation, notamment qui touche un nombre conséquent en Gironde, c'est la question de l'aérospatiale, avec Ariane Group, la direction d'Ariane Group, notamment, qui avait annoncé avant l'été la suppression de 2500 emplois au niveau de la maille nationale, avec l'importance que représente Ariane Group sur un territoire comme la Gironde. On avait envisagé très rapidement que ça allait se traduire par, là aussi, des milliers d'emplois supprimés directs, et puis à minima la même quantité, voire 2 à 3 fois plus, d'emplois indirects. Les actions qui ont été entreprises depuis l'annonce avant l'été par le syndicat, avec les salariés, des assemblées générales avec des participations extrêmement conséquentes et du jamais vu dans les entreprises, a fait que la direction commence un peu à changer sa communication. Notamment tout récemment, la semaine dernière, elle a commencé à parler de 600 emplois supprimés, elle parle plus de 2500. Bon, nous, on n'est pas dupes, hein. On voit bien que elle parle maintenant en fait en plusieurs étapes. Elle ne parle pas de globalité. Donc, elle parle de 600 emplois pour 2022. On attend le chiffre pour 2023, le chiffre pour 2024, sachant que ça s'ajoute à d'autres suppressions d'emplois qui avaient déjà été réalisées avec des plans de départ volontaires, etc. Mais il y a en tout cas, il y a ce qui est sûr, c'est qu'il y a une inquiétude à la direction, à voir les salariés être en capacité d'être mobilisés. Et c'est suffisant, pas suffisant, mais en l'espace de 2 mois, on voit que parce qu'il y a eu des actions collectives, la communication de la direction change. Voilà, bon, j'oublie évidemment peut-être tout un tas d'autres secteurs qui a fait que quand il y a eu des actions collectives, il y a eu des évolutions concrètes
pour les travailleurs. Tu as évoqué tout à l'heure comment la CGT se positionnait, entre guillemets, par rapport au contexte politique à venir. Et j'aimerais que tu en dises plus sur la manière dont s'articule, enfin vous articulez à la CGT les luttes sociales et la question politique. Et notamment, je ne sais pas si tu as vu, Aurélie Trouvé a publié un livre, c'est l'ancienne coprésidente d'Attaque, vient de publier un livre justement qui travaille cette question de l'articulation entre mouvements sociaux, mouvements sociétaux, elle élargit évidemment la sphère, mais qui en fait pose la question du pouvoir du peuple, enfin du pouvoir des citoyens, justement sur leur avenir, et la question comment ça peut s'articuler avec la question politique, sans rentrer dans les questions partisanes, bien entendu. Oui. Il s'agit de toute autre chose. Ah ben, nous, il est clair que quand on porte des revendications, notamment comme celle des 32 heures, la question du SMIC à 2 000 euros, la question d'une retraite à 60 ans avec une prise en compte de la pénibilité pour partir avant 60 ans, tout un tas de questions en ce qui concerne les politiques de réindustrialisation des territoires, la question très concrète d'aménagement de territoire sur les lignes ferroviaires, la question du fret. Évidemment qu'à travers toutes ces revendications, on interpelle les politiques, notamment les dirigeants politiques, voire même on appelle à ce que les politiques qui n'ont pas de réelles prérogatives, mais qui prétendent en avoir, se saisissent de ces revendications pour les faire les leurs, qui se les approprient. Bon, maintenant, nous, on n'est pas dupes. On cherche à ce que ces revendications se traduisent et soient mises en place grâce à l'action des travailleurs, quelle que soit l'action qu'ils décident, l'action collective. Mais évidemment, quand nous, on porte ce genre de revendications, notamment sur une maille territoriale, c'est aussi les politiques qu'on interroge. J'ai un autre exemple en tête, c'est sur la question, notamment, on l'a abordé sur la question de la politique énergétique en France, au moment où il y a eu il y avait ce projet qui était remis en avant et repris par le gouvernement de scission d'EDF en 3 entités pour mieux la privatiser, le projet Hercule. On est passé, il y a eu sous l'impulsion de la CGT, il y a eu tout un tas de motions qui ont été reprises, proposées, élues, votées dans les différents collectifs territoriaux, conseils municipaux, justement pour interpeller les politiques et les décideurs régulièrement également sur des sujets comme celui de la réforme des retraites de fin 2019, on a interpellé les députés. Donc on a ce rapport-là avec le politique, c'est qu'on interpelle ceux qui sont en charge de décider, mais également on est complètement disponible et on regarde à ce que au maximum nos idées puissent être reprises par tout acteur politique qui déciderait de les mettre en place, mais tel que nous, on demande à ce que ce soit mis en place, c'est-à-dire avec les travailleurs, avec ce regard des premiers concernés. Il ne s'agit pas d'appeler de nouveau à une espèce de délégation de pouvoir. C'est bien la question des 32 heures, on veut que ce soit travaillé avec les premiers concernés, les travailleurs, la question de leur augmentation et de la prise en compte de l'expérience, des conditions de travail, la question de la reconnaissance de l'expérience, des compétences, des diplômes, tout ça, ça doit être travaillé avec les premiers concernés et leurs représentants. Ok. Est-ce que tu aurais quelques mots supplémentaires éventuellement pour motiver à la participation des moments importants qui vont se tenir le 1er et le 5 octobre, par exemple? Ah ben,
s'il y avait, je pense que le point essentiel pour faire entendre la voix des travailleurs, c'est d'abord faire qu'on les réunisse, les travailleurs, être en capacité d'utiliser tous les moments possibles de rencontres entre travailleurs, débattre, savoir quels sont les véritables enjeux, qu'est-ce qui les touche, qu'est-ce qui fait que telle ou telle situation changerait leur quotidien, pour faire que ce qui ressort du débat collectif puisse après s'exprimer dans la rue. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut qu'on arrive à travailler, qui doit pouvoir motiver. Hein, c'est qu'une manifestation dans la rue ne doit être que la retranscription de la revendication qui a été construite en proximité, au plus près avec les travailleurs eux-mêmes. Et je pense que c'est ce qu'on essaye de travailler à la CGT, et notamment à l'Union départementale, c'est qu'une manifestation et les revendications qui sont portées dans la rue ne soient que la retranscription, quelque part, la caisse de résonance de ce qui se passe, de ce qui est revendiqué dans les entreprises. Voilà. Je pense que c'est surtout ça qui est essentiel de travailler et qui doit motiver à les manifester. C'est que manifester, c'est bien, c'est beaucoup mieux quand c'est le moment de faire que ce soit la continuité de ce qui est porté dans l'entreprise. Merci Stéphane. Est-ce que Anne, tu souhaites intervenir, soit pour poser une question, soit pour donner ton opinion un petit peu sur ce qui vient de s'échanger là ce soir? Et toi, Stéphane, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Oui, Anne, vas-y. Ça y est, non, non, j'ai rien à ajouter. Je trouve que la dernière remarque, elle est importante. C'est vrai que moi, dans mon secteur, bon, on arrive à aller quelques heures manifester, mais voilà, il y a peu de monde. C'est toujours, je ne veux pas mettre une note pessimiste, mais c'est toujours très compliqué de mobiliser. Dans mon secteur, c'est très compliqué, quoi. Je ne sais pas comment faire. Voilà. C'est tout. Oui. Mais j'y serai le 5 octobre. Hein, mais voilà. Sinon, ça m'intéressait, il n'y a pas de souci. Vous m'avez entendu ou pas, là? Oui. Oh, ben, Anne a raison. Hein. C'est, je pense, un point essentiel. Hein. C'est que les moments interprofessionnels, les manifestations, ce sont aussi des moments où on se retrouve collectivement pour aussi mesurer physiquement, collectivement, voilà, quels que soient les secteurs d'activité dans lesquels on travaille. En réalité, on vit plus ou moins tous les mêmes réalités et que ce qui nous réunit, c'est bien notre volonté de voir notre travail reconnu, de donner du sens à notre travail et que tout ça, ça doit se traduire par des choses très concrètes, que ce soit la question des salaires, la condition de travail, les conditions de travail, la question des emplois, toutes ces choses-là, mais en fait, on doit être en mesure de faire qu'elles soient améliorées pour faire que notre travail bénéficie ait du sens et réponde aux besoins, aux vrais besoins de la collectivité d'un pays, pour les usagers pour le service public, pour les consommateurs X, Y, et tout ça avec du sens. C'est quand même mieux de produire quand notre production répond aux enjeux environnementaux que de produire des choses qui vont contre ces enjeux-là. Et que nous, on a quand même une volonté, c'est faire que les salariés aient leur mot à dire sur comment on produit, qu'est-ce qu'on produit et dans quelles conditions. Et ça, c'est un vrai enjeu. Et quand on se revoit, et ça, c'est la richesse de l'interprofessionnel, plus on se rend compte, plus on mesure combien
on vit tous, voire on subit tous les mêmes politiques, et combien on est en capacité, quand on analyse ça et qu'on est en capacité de s'organiser collectivement, à bouger, à faire bouger les lignes, voire à les changer complètement. Et ça, c'est quand même un plaisir immense de voir qu'on peut avoir la maîtrise de sa vie, de son quotidien. On ne peut pas le faire de façon individuelle. Dans la très, très, très grande majorité des situations, c'est bien collectivement qu'on ne peut que faire bouger, en tout cas faire plier les puissances énormes que sont celles de l'argent et des logiques qui sont déployées, quoi. Et c'est ça, donc au-delà de cet intérêt à se retrouver, du plaisir de se retrouver en manifestation, alors, on peut avoir un grand plaisir à se retrouver à 2000, 3000, 5000 militants en Gironde, par exemple, à Bordeaux. C'est quand même plus satisfaisant de se retrouver 10 fois plus, 20 fois plus, 50 fois plus. On a pu le vivre au moment des retraites, pour bien mesurer qu'en réalité, on vit tous et on appartient tous à la même collectivité, à la collectivité de travailleurs, et que tous ensemble, on est en mesure de transformer les choses. Et, il y a un vrai plaisir aussi à manifester et à mesurer charnellement. Je suis tout à fait d'accord. Je Comme sais dirait François Bégodeau, ça fait partie de la joie. Ah oui, oui, oui. Oui, Oui, c'est un moment je où pense qu'il y a une dimension qui est essentielle, c'est du plaisir de l'ensemble, du plaisir de militer. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est quand on gagne. Mais, mais rien que le fait de se retrouver, d'agir collectivement sur les mêmes valeurs, avec le même objectif, c'est de faire qu'on ait une vie meilleure tous ensemble, surtout en répondant à des objectifs mais extrêmement enthousiasmant, et oui, de la justice sociale, de pouvoir répondre aux enjeux climatiques incroyables qui sont devant nous et extrêmement urgents. C'est quand on est en capacité collectivement de donner du sens à sa vie, c'est fabuleux. Et la manifestation fait partie de ça. je suis d'accord. une petite question. Alors, ça peut ouvrir un grand débat, mais j'ai envie de l'évoquer parce que c'est quelque chose qui va très vite s'emparer, je dirais, des salariés de la fonction publique. Il y a maintenant un recul sur la mise en place des CSE qui ont remplacé les comités techniques et les comités d'hygiène et sécurité. Et dans la fonction publique, on va mettre en place les CSA avec le même objectif que dans le privé. Donc, comment les salariés ont réussi, malgré tout, à subvertir ou en tout cas à limiter, je dirais, les objectifs de dessaisissement des pouvoirs et des droits des salariés dans les entreprises. Je crois qu'avec un peu de recul, je crois qu'on a beaucoup aidé, enfin la CGT a beaucoup aidé les salariés à s'emparer de cette question et à reconquérir ou en tout cas à subvertir les tentatives qui ont été faites. Alors ça mériterait beaucoup plus que 5 minutes, hein, évidemment, mais c'est une question importante parce qu'elle va se poser dans tous les services publics dans les mois qui viennent. Ah oui, ça mériterait, c'est un sujet qui mériterait à lui tout seul un moment très spécifique. Bon, déjà, juste une remarque, c'est que effectivement toutes ces politiques-là de fusion, CE, CHSCT, DP, ont deux objectifs. Le premier, c'est de réduire les moyens donnés aux salariés de pouvoir agir sur leur quotidien, en termes de droits, de moyens, d'heures, tout simplement. Et par ricochet, et c'est surtout le premier objectif qui est celui-là, hein, c'est de quelque part de professionnaliser l'activité syndicale, militante, à faire que noyer par des réunions avec moins de personnes, moins de moyens pour pouvoir les prendre en compte. C'est un moyen d'éloigner encore plus le syndicalisme des travailleurs, des salariés. Ça, déjà, c'est déjà un Oui, c'est vrai. piège. C'est déjà un piège Oui. qu'il faut bien identifier
pour mieux arriver à l'éviter, quoi. Et ça, c'est toute voilà, l'enjeu qu'il y a derrière ça, c'est comment collectivement, quand les salariés veulent s'organiser, c'est comment, face à ces textes de loi qui s'imposent, ils soient en capacité, par le rapport de force, là encore, par l'action collective, à faire que ce minimum légal, qui est celui de la fusion et donc la réduction des moyens, soit étendu et fasse que la direction, l'employeur, octroie ce qui est prévu de façon minimale par le droit. Donc c'est toujours mieux, et ça revient un peu au débat qu'on a eu tout à l'heure, hein, quand nous on a une action en direction des politiques, c'est pour avoir aussi une traduction dans la loi, notamment le Code du travail, qui est pour nous voilà, la traduction d'un rapport de force qui permet que chacun puisse bénéficier de dispositions les meilleures possibles pour tous les travailleurs. Ça s'appelle le Code du travail. Maintenant, ce qu'on explique à chaque fois qu'on rencontre des travailleurs, des collectifs de travail, des syndicats, c'est que la loi, c'est le minimum. Rien n'empêche de se battre après pour obtenir que ce minimum soit amélioré. Donc, c'est pas parce qu'à un moment donné, et c'est souvent d'ailleurs le discours du patronat, quand il est en face des salariés, c'est que moi, je mets ça en place parce que c'est la loi. Non, c'est pas du tout ça la logique. C'est que vous avez l'obligation à minima de mettre ça en place. Rien n'empêche d'octroyer des droits supplémentaires. Et ça, c'est tout l'enjeu. C'est comment et ça doit engager aussi l'action syndicale, le rapport avec les travailleurs. C'est que dire voilà, aujourd'hui, on a des textes qui permettent à des directions de diminuer les droits, notamment des représentants. Ça, c'est votre bien commun. C'est comment maintenant on se saisit de cette situation pour faire que collectivement, on fasse que les dispositions de fusion, de CSE, peu importe le nom qu'on donne, en tout cas ces politiques de réduction des moyens qui ont pour vocation d'éloigner les travailleurs de leurs représentants, échouent et que derrière, ce soit des moyens arrachés, imposés aux directions qui soient gagnés, quoi. Là aussi, ça demande un rapport et un engagement, une dynamique, une démarche syndicale particulière et offensive. Tu as une idée un petit peu de la manière dont justement les salariés et les syndiqués se sont emparés de cette question avec ce que tu as évoqué hein, sur ce qu'on appelle le droit social, hein, qui en réalité, c'est le droit institutionnel, c'est le droit minimum, mais le droit social veut que c'est ce que le rapport de force permet de gagner ou de conquérir ou de reconquérir sur le lieu de travail. Tu as une petite évaluation? Quelques exemples. Je pense que compte tenu voilà, des difficultés qu'on a pu vivre, diverses et variées, des différents contextes, malheureusement, la tendance, c'est que le patronat qui s'est appuyé sur toutes les lois de travail qu'on a combattues collectivement, hein, qui voulaient justement casser ce minimum collectif garanti pour tous, pour après les renvoyer à discussion voilà, au niveau des entreprises ou des branches, ce qu'on appelait la casse de la hiérarchie des normes. C'était fait dans un contexte où ils ont mesuré voilà, qu'au bout du compte, ils allaient gagner sur le grand nombre, compte tenu du peu de syndicats, d'organisations syndicales implantées dans les entreprises. Là où il y avait des syndicats, des organisations de travailleurs organisées, il y a pu y avoir des choses de gagner, voire de sauvegarder, tout simplement, par rapport à ce qui était imposé par la loi jusqu'alors. Mais oui, ça a été fait avec le rouleau compresseur. Il a fallu quand même deux présidents hein, pour mettre en place ce qu'ils voulaient mettre en place dans les lois de travail. Donc 2 mandats avec des contextes
différent, mais avec aussi un contexte intersyndical compliqué qui a fait que sur ça, ils ont quand même pas mal avancé avec des foyers de résistance, mais malheureusement, les foyers de résistance, c'est pas la tendance générale du monde du travail, quoi. Mais ce que nous, on peut mesurer, c'est que là où il y a eu des capacités à agir collectivement pour faire que le minimum légal, au final, ne soit pas le minimum réel, on a pu obtenir des choses. Voilà. En termes de droits supplémentaires, en termes voilà, que ce soit en termes d'élus supplémentaires, de moyens d'heures supplémentaires. Mais je mentirais de dire que c'est la tendance générale. Oui. C'est l'exception qui a permis d'eux. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter? Sinon, on sera à peu près dans les créneaux horaires qu'on s'était fixés. Oh non, en tout cas, c'est toujours un plaisir d'avoir des moments comme ça pour pouvoir prendre un peu de hauteur, on va dire, dans la conversation, les discussions, le débat. Moi, j'avais juste noté quand même la remarque avant qu'on démarre les débats de Anne, oui, sur la question médico-sociale qui était des fois mis en second plan par rapport à la question des hospitaliers. Il se trouve qu'il y a une organisation de la Fédération de la santé et des organismes sociaux qui existent, notamment avec une retraduction locale qu'on appelle l'Union syndicale départementale de la santé, USD, et que c'est toujours pareil, on invite toujours les syndicats de ce secteur-là à participer au maximum aux réflexions et aux décisions qui peuvent avoir lieu, notamment sur la structure de la Fédération de la santé, pour faire que leur vécu, leurs revendications soient un peu plus prises en compte. Et là aussi, ça revient après à la question dont on parlait, c'est que beaucoup des secteurs, des organes sociaux sont des secteurs privés, donc qui ont été touchés par la baisse drastique des moyens, etc., donc du droit syndical. Et c'est une des conséquences peut-être aussi de ce qu'on a débattu, ce qu'on a expliqué, c'est que quand on a moins de droits, mais des fois, on essaye de les recentrer sur le quotidien, l'entreprise, et malheureusement, c'est au détriment après de la visibilité qu'il peut y avoir au-delà de l'entreprise, des revendications notamment du médico-social par rapport à l'hospitalier. Mais l'hospitalier est également touché par les réductions de moyens et ils vont passer un cap là qui risque d'être compliqué. D'accord, ouais, j'entends. Quelques mots peut-être sur l'unité syndicale et l'unité d'action. Comment vous en êtes au niveau des relations avec le mouvement syndical en général, notamment les grandes confédérations? Bon, il y a celles qui sont avec nous, qui seront avec nous le 5 octobre ou le 1er octobre. Puis il y a les autres. Est-ce que les relations continuent à exister et comment ça bouge? Oui, alors les relations existent toujours, il y a toujours des contacts. Bon, déjà au niveau confédéral, national, à ce que je peux en savoir, quand il y a des réunions, il y a des participations qui se font, il y a des contacts. Bon, après, voilà, il n'y a rien de nouveau malheureusement sous le soleil, c'est que la question de l'unité syndicale est assez complexe, puisqu'on voit qu'il y a quand même des organisations syndicales qui sont et qui marquent, qui accélèrent, voire même qui accentuent des positions d'accompagnement des logiques libérales, qui sont, nous, contraires aux intérêts des travailleurs. Donc c'est vrai que ça peut poser des difficultés pour arriver à se mettre d'accord sur des positions communes. Pourtant, on y arrive, parce qu'il y a eu quand même une position commune, ou presque, à part quelques organisations très minoritaires sur l'assurance chômage, par exemple. Il y a eu même des actions communes au niveau du Conseil d'État qui a permis, ou des conseils constitutionnels également, qui a permis d'acter, en tout cas
mettre en difficulté le gouvernement sur la réforme de l'assurance chômage. Bon, il y a des sujets sur lesquels on continue à avoir des positions communes, et tant mieux, ça montre qu'il y a des relations, qu'il y a des discussions. Bon, qui dit discussion ne veut pas dire accord. Donc on discute, et quand la discussion amène un désaccord, bon, il n'y a pas d'accord. Ça, c'est la vie. Donc, mais au-delà de l'unité syndicale, c'est, je pense, une des choses qu'il faut que nous, on travaille et qu'on continue à travailler. C'est surtout l'unité des travailleurs qu'il faut que nous, on travaille. Ce qu'on disait, c'est surtout voilà, arriver à faire et accentuer cette prise de conscience de classe. Hein. C'est qu'en tant que travailleur, hein, quelle que soit notre catégorie, hein, cadre, maîtrise, exécution, quel que soit le métier qu'on réalise, en réalité, on fait tous partie de la même collectivité de travailleurs. Et voilà, cette unité-là qu'il faut qu'on arrive à travailler au-delà des appareils syndicaux. Quelques mots, tu vois, au fur et à mesure qu'on discute, il y a des préoccupations qui viennent. Quelques mots peut-être sur la convergence syndicale européenne et sur la convergence syndicale mondiale, puisque la CGT est présente dans la CSE, elle est aussi présente dans la Confédération internationale ouvrière. Donc peut-être quelques éléments pour montrer qu'on se préoccupe aussi de la convergence des luttes au plan international. Oui, mais il y a là aussi, hein, de ce qu'on peut suivre et voir, là aussi, il y a des rencontres, il y a des choses qui vivent, et notamment avec une des… je pense qu'il y a un élément qui est intéressant à mesurer, c'est que la question de salaire minimum, la revendication d'un salaire minimum, notamment européen, basé sur des critères rattachés aux salaires nationaux, mais pour autant, cette notion-là, elle avance, et on permet d'avoir des déclarations communes, voire même des positions de certains dirigeants dans certains pays pour que la question d'un SMIC les concernant, voire qui permettrait d'avoir une traduction au niveau européen, avance. Donc ça, c'est quand même des bonnes choses. La question aussi de la réduction du temps de travail au niveau de l'échelle européenne, ce sont des questions qui avancent également. On voit des traductions dans différents pays, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Espagne. On voit bien qu'il y a des choses qui sont en cours. Et là aussi, les actions au niveau des organisations européennes des syndicats y est pour quelque chose. Bon, sur la question internationale également, il y a des actions, il y a notamment au niveau de l'OIT, il y a des choses comme ça qui sont travaillées. Et là également avec des engagements, des ratifications, notamment sur la question de l'égalité femmes-hommes, qui permet d'être prise en compte, ce qui n'est pas une mince affaire sur un plan international, avec, on imagine bien, des appréciations diverses et variées, très différentes, mais qu'on puisse arriver à avancer sur cette question d'égalité salariale, femmes-hommes, c'est quand même des signes positifs, quoi. Écoute, merci Stéphane, merci d'avoir accepté de participer à cette rencontre. J'espère qu'il y en aura d'autres, et puis sur d'autres sujets. Et puis, je te dis à bientôt, et puis certainement, on se croisera dans les manifestations à venir. Avec un grand plaisir, Dominique. À bientôt. Je souhaite une bonne soirée. À bientôt, Anne. Au revoir. Au revoir, Stéphane, et au 5.